Merci de votre attention, madame, monsieur. L'actualité ce lundi, la réforme du système statistique national. Le secteur manque de ressources qualifiées. Une formation a donc initiée à lever la cérémonie d'ouverture à l'ENA ce matin. Arnaud Kidou dans un instant. La nouvelle politique agricole au Togo, l'entrepreneuriat y trouve une place importante aujourd'hui. En quoi consiste précisément cette nouvelle politique? C'est le dossier de cette édition, suivra tout à l'heure. Enfin, en musique, les Cora 2016. Ils sont 3 artistes togolais à défendre les couleurs nationales. Comment les porter? Le vote du public est déterminant. Comment cela se fait? Eh bien, les explications sur en fin d'édition. Voilà, madame, monsieur, le sommaire, bienvenue. Et voici le journal. Bonsoir à tous, excellent début de semaine. La Thaïlande en quête de soutien pour sa candidature au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. Son envoyé spécial est à Lomé pour s'assurer le soutien du Togo. Tana Dungranata, c'est son nom. Il a été reçu ce matin par le chef de l'État avec qui il a évoqué d'autres sujets. Les précisions micro de Ramdan Bassir. Je suis très honoré d'être reçu par votre président. Il nous a accueillis d'une manière très chaleureuse, n'est-ce pas? La visite est dans deux domaines. La première domaine, c'est que la Thaïlande a présenté sa candidature en tant au siège non permanent du Conseil de sécurité et nous venons à solliciter le soutien de votre pays. Je suis très heureux que Monsieur le Président nous a offert son soutien très favorable. Le deuxième domaine, c'est qu'entre la Thaïlande et Togo, actuellement, il y a une coopération dans le domaine agricole, en particulier sur l'amélioration de la production du riz. Nous avons reçu quelques experts, n'est-ce pas, venant de Togo en Thaïlande pour voir comment on a, n'est-ce pas, amélioré la production du riz. Et cette fois-ci, nous serons une délégation de plus de 10 personnes venant ici dans votre pays afin de voir comment on pourra adapter, n'est-ce pas, et améliorer encore de cette coopération. Et je crois que nous sommes attendus au ministère de votre ministère de l'Agriculture. Et je crois que nous allons voir ensemble de quelle manière nous allons améliorer encore cette coopération. Et voilà donc l'audience accordée ce matin par le président de la République. Retour ce lundi sur le forum Africa 2016 que vient d'abriter l'Égypte. Le Togo, vous le savez, y était représenté par le chef du gouvernement. L'enjeu du rendez-vous, c'est d'attirer plus d'investisseurs et resserrer les liens commerciaux avec l'Égypte. Le Premier ministre s'y est donc employé en vantant, vous allez l'entendre, les atouts du Togo. Le compte rendu, Isidore Koubatine. Le Togo était au rendez-vous continental africain à Sharm el-Sheikh en Égypte où il était question de parler des investissements entre opérateurs économiques et gouvernants, d'assainir le climat des affaires pour attirer plus d'investisseurs étrangers et surtout accroître les échanges commerciaux entre partenaires africains. Le Premier ministre togolais, Komissi Lom-Klassou, a pris part aux travaux au nom du chef de l'État, Faure Gnassingbé. À ce rendez-vous, le Togo a joué toutes les cartes pour renforcer les liens commerciaux avec l'Égypte et les autres partenaires africains. Une volonté des plus hautes autorités togolaises que le chef du gouvernement a réaffirmé au président Abdel Fattah al-Sisi lors de leur entrevue. Les relations entre l'Égypte et le Togo sont de très très bonnes relations, d'autant plus que au mois d'août dernier, au moment de l'inauguration de l'extension du canal de Suez, le président de la République togolaise, son Excellence M. Faure Gnassingbé, était venu assister. Et au cours de ces manifestations, des liens de coopération ont été signés dans un certain nombre de domaines. Ce qui veut dire que la coopération entre le Togo et l'Égypte se situe à différents niveaux, tant dans le domaine public qu'au niveau des investisseurs privés. Dans cette dynamique, chaque État africain est vivement invité à baliser le terrain pour attirer plus d'investisseurs, pour ainsi favoriser la croissance et le développement. Au Togo, des efforts ont été déjà faits. Le Togo voudra, dans sa volonté d'aller vers le développement, a mis l'accent sur les infrastructures.
notamment les infrastructures portuaires. Aujourd'hui, le Togo, qui, avec son port, est le seul port en eau profonde dans le golfe de Guinée, a mis beaucoup de moyens pour développer ces infrastructures portuaires. Ce qui fait que de grands bateaux, des transbordiers, peuvent mouiller dans les eaux du Togo et permettre aux autres ports voisins de venir soit charger ou décharger. Or, dans ce domaine du transport maritime, l'Égypte a une expérience que tout le monde salue. Et donc, c'est une opportunité pour le Togo de pouvoir bénéficier de l'expérience égyptienne dans ce domaine du transport maritime. Il en est de même pour le développement des infrastructures aéroportuaires. Avec l'Égypte, le Togo a toujours entretenu de très bonnes relations diplomatiques, commerciales, dans un partenariat gagnant-gagnant. Des acquis qui nécessitent d'être consolidés pour lutter ensemble et efficacement contre le terrorisme transfrontalier. Un vœu du Premier ministre, Commissaire Classou. Au nom du chef de l'État, Fonia Singbe, il a félicité l'Égypte pour son élection au Conseil de sécurité des Nations Unies. L'actualité ce lundi, c'est aussi la réforme du système statistique national. C'est notre premier titre ce soir. Les statistiques, c'est un chantier important. Ça participe, vous le savez, au développement. Mais les ressources qualifiées manquent, d'où d'ailleurs cette séance de formation depuis ce matin. Elle a lieu à l'École nationale d'administration. Les précisions, Arnaud Kidou. Ils sont ici les premiers cadres moyens intervenant dans la production des statistiques. Des cadres retenus à la suite du concours interne de recrutement du 13 juillet 2015 qui bénéficient de cette formation à l'École nationale d'administration. C'est dans la perspective de la création d'un centre de formation à moyen terme au sein de l'Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques, INSID. Les cadres moyens seront ainsi formés pour doter le système statistique national de personnel qualifié et en effectifs conséquents. En fait, les études indiquent que la majorité des professionnels statisticiens étaient des cadres supérieurs. Donc cette situation montre clairement une quasi-absence de cadres moyens de la statistique. La formation est assurée par l'Union européenne à travers le volet 3, appui à la statistique de la deuxième phase du projet d'appui institutionnel à l'État togolais PAI2. Les autorités togolaises sont convaincues que les statistiques sont nécessaires pour rendre visible la réalité, pour donner des arguments forts qui puissent permettre de prendre les bonnes décisions en termes d'allocation des ressources humaines ou d'allocation financière. Donc l'étape aujourd'hui, c'est très important, d'autant plus que ces 50 élèves, ils ne vont pas seulement se former de manière individuelle et après répercuter dans leur propre administration. Ils vont aussi apprendre à travailler ensemble. Au regard de l'importance des statistiques qui permettent à l'État de concevoir, d'évaluer et de mesurer l'impact des projets de développement, le ministre Gilbert Bawara a invité les agents à tirer meilleur profit de cette formation. Un diagnostic plus récent et plus approfondi, réalisé à travers les audits stratégiques et organisationnels des ministères et institutions, a relevé que certains profils, compétences et capacités pourtant indispensables et déterminantes pour une gestion efficiente et efficace de l'administration, font cruellement défaut au Togo. Ces faiblesses et insuffisances ont une incidence préjudiciable, aussi bien sur le fonctionnement même de l'État, de son administration et de ses services, que sur le pilotage de l'économie, la détermination des priorités nationales, la planification et la conduite des politiques de développement. C'est dire une fois encore l'importance déterminante de la présente initiative qui s'inscrit dans la série des actions que le gouvernement entend conduire afin de développer et de renforcer les ressources humaines et les capacités du pays dans tous les domaines du développement. Un partenariat est établi entre l'INSID, l'École nationale d'administration ENA de Lomé et l'École nationale supérieure et d'économie appliquée INSIA d'Abidjan. Il est appelé à s'intensifier jusqu'à l'ouverture du centre de formation statistique au Togo.
Ce qui concentre aussi l'attention dans cette édition, c'est l'environnement. D'abord, les rapports biennaux des pays parties prenantes à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. On doit y retrouver l'inventaire des efforts de réduction du CO2, de l'émission des gaz à effet de serre. Comment rédiger de tels rapports? C'est l'objet d'une rencontre internationale ouverte à Lomé depuis ce matin. Antoinette Omar pour les précisions. La Convention cadre des Nations Unies met en place un espace global des engagements pris par les différents États pour faire face aux défis liés au changement climatique. Et dans ses articles 4 et 12, elle stipule l'inventaire des émissions de CO2 et des gaz à effet de serre. Pour ce faire, chaque pays rassemble et diffuse les informations sur les gaz à effet de serre, sur les différentes politiques nationales et sur les meilleures stratégies mises en place dans la production du rapport biennal actualisé. Ces délégués vont, à travers cette rencontre, s'approprier les outils nécessaires pour l'amélioration du processus de préparation de ces rapports biennaux actualisés. En élaborant ces rapports, c'est que nous pouvons bénéficier des appuis pour renforcer la capacité des experts pour élaborer ces rapports biennaux. Avant de lutter contre le changement climatique, il faut savoir d'abord les émissions de chaque pays, l'inventaire du gaz à effet de serre. Donc, c'est l'objectif même de ce rapport actualisé. Donc, à partir de là, on pourrait savoir après quelle quantité on va réduire dans les années à venir. Les efforts du Togo dans la prise en compte de la question des changements climatiques lui confèrent le choix de pays organisateurs de cette rencontre. Le Togo n'est pas en marge du processus de préparation des rapports actualisés. En effet, après avoir préparé et soumis sa communication nationale initiale sur les changements climatiques, sa deuxième communication nationale respectivement en 2001 et en 2011, puis sa troisième communication tout récemment en décembre 2015, en marge de la 21e conférence des parties, le Togo a démarré le processus d'élaboration de son premier rapport biennal actualisé. L'atelier de ce jour vient donc à point nommé, d'autant plus qu'il permettra à notre pays de disposer des données et outils nécessaires pour l'amélioration du processus de préparation de ces rapports biennaux actualisés. Le succès de la mise en place d'un accord ambitieux de la COP21 dépend de la volonté des États à réduire au maximum les émissions de gaz à effet de serre et à s'investir concrètement dans la promotion et la protection de l'environnement. Et il va sans dire que les efforts de réduction du CO2, de l'émission des gaz à effet de serre ont aussi un coût. Comment intégrer et adapter donc cette nouvelle ligne au processus budgétaire? Cela s'apprend le cas depuis ce matin pour les membres du comité d'élaboration du cadre budgétaire avec l'appui de différents partenaires. Les précisions de Chassim Labaga. Inondations. Les effets pervers des changements climatiques sont bien réels au Togo. Depuis 2014, le pays s'est engagé dans un processus de planification nationale de l'adaptation au changement climatique. Pour parvenir à des résultats efficients et réduire la vulnérabilité du pays, il s'est avéré nécessaire d'intégrer l'adaptation au changement climatique dans le budget de l'État. La présente rencontre entend donc outiller les cadres du ministère de l'Économie, des Finances et de la Planification du Développement, membres du cadre budgétaire à moyen terme, CBMT, afin de leur permettre de trouver un point d'entrée favorisant l'alignement de l'adaptation au changement climatique dans le processus budgétaire 2017-2019. Les travaux vont porter, entre autres, sur l'impact des changements climatiques sur le développement, la prise en compte de l'adaptation dans le budget de l'État et le coût de l'inaction. Le représentant du GIZ a relevé que la budgétisation va permettre au Togo de bénéficier plus aisément des fonds internationaux mis en place dans le contexte de l'adaptation au changement climatique. Le secrétaire général du ministère de l'Économie et des Finances a salué l'assistance technique et financière de la GIZ au Togo dans ses efforts de lutte contre les changements climatiques. On en vient maintenant au dossier de cette édition. Nous vous l'annoncions tout à l'heure en titre, la nouvelle politique agricole du Togo. En quoi consiste-t-elle précisément aujourd'hui? On sait la mécanisation, l'entrepreneuriat y trouve une place importante. La nouvelle politique agricole, le dossier donc de cette édition, dossier signé Aimé Abalo.
La mise en œuvre du PNIASA, Programme d'investissement agricole et de sécurité alimentaire sur la période 2010-2015, a permis au Togo de battre des records agricoles sans précédent, améliorant ainsi les performances du secteur en assurant aux agriculteurs un mieux-être. Ces succès agricoles ont surtout permis de garantir une sécurité alimentaire aux populations et de créer des emplois. Mais la stabilité agricole est un défi permanent et le gouvernement mise sur l'agriculture pour amorcer l'émergence économique du pays. D'où une nouvelle approche, une vision plus ambitieuse, incarnée par la nouvelle politique agricole 2016-2030, stratégie encore plus ambitieuse, axée sur l'accélération de la croissance, la modernisation, la transformation et l'ouverture vers les marchés extérieurs. La mécanisation de l'agriculture devra baliser la voie à l'essor des industries de transformation, l'émergence des PME-PMI et même de très petites entreprises. Ceci devra s'appuyer indubitablement sur l'amélioration du circuit des intrants, la sécurisation du foncier, l'inclusion sociale, la prévention et l'atténuation des effets des changements climatiques, l'amélioration soutenue de la gouvernance du secteur. À l'horizon 2030, il est surtout attendu l'exécution d'un vaste programme d'agropôles couplé de développement d'infrastructures, pistes rurales, eau potable, centres de santé, énergie, reliés à des postes de développement d'agrobusiness. Les agropôles visent à structurer autour d'un projet agricole une organisation opérationnelle constituée de plusieurs leviers permettant de relever le niveau de vie des populations. Coût total du projet, 3 800 milliards de francs CFA. Apport attendu de l'État, 56%. Les 44% restants seront comblés par les capitaux privés à travers un mécanisme incitatif de PPP, partenariat public-privé. Le dispositif reste ouvert aux autres partenaires, organisations paysannes, entités déconcentrées, sociétés civiles, partenaires techniques et financiers. D'ailleurs, la phase pilote de 2016-2017 recevra un appui constant de la BAD. Des risques existent certes, ils concernent essentiellement les fluctuations du cours des produits de rente, les facteurs environnementaux et la mauvaise organisation dans certaines filières. Mais l'État tient bon et maintient le cap. En 2016, il a porté son intervention dans le secteur agricole à plus de 7% contre un apport de 6,6% en 2015. Et voilà donc pour l'agriculture. Le secteur maritime à présent, le Togo respecte-t-il ses engagements pris vis-à-vis de l'OMI, l'Organisation maritime internationale? Un audit vient d'être effectué dans le secteur. Que révèle ce contrôle? Un rapport final a été présenté, rapport assorti de recommandations. Félix Essim-Gacha. Le port autonome de Lomé, la direction des affaires maritimes, la préfecture maritime et la marine nationale togolaise, voilà quelques-uns des services techniques ayant recours à la mer pour leurs activités et qui ont reçu la visite des spécialistes de l'Organisation maritime internationale. Une visite qui permet aux spécialistes de tirer des conclusions sur les avancées enregistrées dans le respect de certaines normes internationales. Le Togo, en créant le Haut Conseil pour la mer, c'est un acquis, parce que tous les pays n'ont pas encore adhéré à ce système. Or, notre système est très efficace. Ça a permis maintenant de nommer un Haut Conseil pour la mer du président de la République qui coordonne toutes les actions avec le préfet maritime qui a été nommé, que lui, il est chargé de coordonner les actions en mer lorsqu'il y a pollution, lorsqu'il y a pêche illicite, lorsqu'un navire est en difficulté en mer. Les résultats sont certes satisfaisants, mais le chemin reste encore jonché d'embûches. C'est ce qui ressort de l'audit réalisé par les experts de l'Organisation maritime internationale. Audit accompagné de quelques recommandations. Les recommandations sont particulièrement les écarts relevés par rapport à ces obligations sont répartis sur 4 axes. Un axe qui est d'éléments communs et gouvernemental, particulièrement au niveau de la législation. Un deuxième axe, c'est les obligations du Togo en tant qu'État de pavillon, c'est-à-dire les navires battant pavillon togolais. Ils doivent répondre à des normes et des obligations internationales. Et l'administration qui gère la sécurité de ces navires doit aussi en appliquer. Un troisième axe relatif aux droits et obligations du Togo en tant qu'État du port. Les installations nouvelles du Togo et qui sont conformes aux normes internationales s'accompagneront par une mise en œuvre effective des conventions qui régissent. Et un quatrième et dernier axe concernant les obligations de l'État côtier du Togo, avec un nombre très important de navires qui passent dans les eaux sous juridiction togolaise et dont le Togo est appelé aussi à en assurer la sécurité du passage et la prévention de ces eaux.
Des avancées notables, mais aussi des pistes à améliorer. Le diagnostic est fait et désormais, les représentants des administrations et services concernés ont l'obligation d'entreprendre des actions pour corriger les insuffisances afin que le Togo soit en conformité avec les normes fixées par l'OMI. Un travail de correction dont le plan doit être fait dans un délai de 90 jours pour être soumis aux responsables de l'audit de l'OMI. Direction maintenant Tchévier, devant le tribunal de première instance. Ils sont 86 agents de l'OTR à jurer ce matin de lutter efficacement contre la fraude et la corruption, ceci dans le respect strict de la loi Prudence Zinsou. Audience solennelle au tribunal de première instance de Tchévier. Le juge reçoit le serment de 86 agents de l'Office togolais des recettes qui vont servir dans les divisions des impôts et douanes de la région maritime. Abidé et Kemealo, toutes deux agents des douanes, font partie des nouvelles recrues de l'OTR. Mawena et Sanourou ont également le privilège de servir au niveau des impôts. Ils ont tous juré de remplir leurs fonctions en toute impartialité, honnêteté et fidélité. Je le jure, à Mozové comme Mawena. Je le jure. Je le jure. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous. Nous avons prêté serment et nous comptons remplir nos obligations dans l'honnêteté et dans l'impartialité. Par ces serments, nous engageons notre responsabilité pécuniaire et personnelle. Nous allons donc gérer ou collecter les recettes fiscales avec plus d'intégrité et de probité. À l'instar des agents de l'OTR des régions des Savanes, de la Kara, centrale et des plateaux, ceux de la région maritime viennent aussi de marquer une étape importante dans leur carrière professionnelle à travers ce serment sur l'honneur. Le serment dans une profession, c'est pour permettre d'avoir la conscience à la profession et lier l'argent à sa tâche pour qu'à tout moment qu'il veut poser un acte dans le cadre de sa profession, qu'il ait au moins l'essentiel de cette formule. Ils ont promis d'être intègres à tous les niveaux dans leur profession. Ces agents ont donc été renvoyés à l'exercice de leurs fonctions avec pour recommandation de travailler avec rigueur, probité pour contribuer à l'atteinte des objectifs de l'OTR. Ce n'est pas une simple cérémonie, c'est une lourde responsabilité que les agents prennent. Parce que l'Office togolais de recettes nous sommes menés à manipuler le denier public et à l'instar des comptables, nous sommes amenés à jurer, à prendre l'engagement que l'argent que nous collectons, il n'est pas pour nous, il est pour l'État et que quand nous le collectons, c'est les cheminer directement dans les caisses de l'État en intégralité. Le personnel technique de l'OTR se trouve donc renforcé avec l'entrée en fonction effective de cette nouvelle recrue. L'OTR qui, par ailleurs, poursuit sa campagne de sensibilisation sur les marchés publics. Le cas ici, vous allez le voir sur le marché de Kégué, la cible vendeurs et revendeuses à convaincre sur la nécessité de payer les impôts. Nous reviendrons plutôt sur le sujet dans les prochaines éditions. À l'étranger, la présidentielle et la législative au Niger, globalement, ces élections se sont bien déroulées. Mahamadou Issifou, le président sortant, brille, vous le savez, un second mandat face à une opposition qui agite déjà le spectre de la fraude. Le dépouillement, cependant, se poursuit, notamment à Niamey. D'autres localités ont voté seulement ce lundi. Regardez. La désorganisation pèse effectivement sur ces élections. Beaucoup d'électeurs n'ont pu voter hier. Cela est fait aujourd'hui dans environ 300 bureaux de vote. Le problème, c'est que ce report dans les régions d'Agadez, de Tawa ou de Maradi n'a pas été annoncé directement par la commission électorale. Aucune liste de ces bureaux n'a été transmise, par exemple, aux différents partis d'opposition, ce qui a entraîné évidemment des plaintes. La nature a horreur du vide, c'est ce que nous ont dit les observateurs de la société civile. Ce sont ceux qui compilent ici toutes les irrégularités. Cela veut dire que lorsque la commission électorale ne parle pas, ou si peu, eh bien c'est une suspicion de fraude qui s'installe et ces fraudes seraient même déjà avérées. Quelqu'un qui vole une carte peut se présenter devant un bureau avec des faux témoins et pouvoir voter. Vous l'avez constaté ? Je dirais que les observateurs que nous avons ont dû constater ces cas. Et d'ailleurs, ces germes ont failli créer des tensions
au niveau de certains bureaux de vote. Pour l'instant, opposition et majorité annoncent des tendances complètement opposées. Les premiers chiffres officiels pourraient être annoncés ce soir. Jusqu'ici à Niamey, la situation est calme, mais nous le ressentons, la patience des Nigériens a des limites et chacun ici retient son souffle. Et voilà donc la situation qui prévaut au Niger à l'issue donc de cette présidentielle et de ces législatives. Dans le reste de l'actualité, cette campagne de réglage des phares, avez-vous une voiture, une moto? Eh bien, ça vous concerne, le code de la route l'exige. L'opération vient de commencer. Vous avez 2 mois pour vous y conformer, donc aux normes requises. Nous reviendrons sur le sujet en images. Musique pour refermer cette édition, les Togolais au Kora 2016. Combien sont-ils? Qui sont-ils exactement? Comment les porter par les votes? Allez, on va regarder ce sujet de Lys Djamié avec Edem Soussougou. C'est la plus grande cérémonie de récompense africaine dans le domaine musical, les Kora All Africa Music Awards, une initiative du béninois Ernest Adjovi. La cérémonie se tient tous les ans et cette année, c'est Windhoek, la capitale namibienne, qui accueillera le 20 mars les nominés des 26 catégories en lice pour les trophées représentant cet instrument de musique à cordes. Tout un symbole de fierté nationale et de reconnaissance internationale, avec à la clé une enveloppe de 20 000 à 1 million de dollars. La première empreinte togolaise au Kora a été laissée en 2000 par King Messan. Il recouvrait alors du drapeau togolais la catégorie du meilleur artiste africain traditionnel. Il réédite l'exploit 4 ans plus tard, en 2004, dans la même catégorie. Et c'est dans le pas du roi que le jeune Stanlus posera ses pieds en 2012. La cérémonie avait eu lieu à Abidjan et il fut le seul lauréat togolais en compétition. Cette année, pour la 2e édition des Kora, ils sont 3, les Togolais. Stanlus, qui voudrait bien faire comme son aîné. Eugène Ablodevi, dans la catégorie du meilleur artiste masculin de musique spirituelle. Et les Toufan, dans la catégorie du meilleur groupe africain. C'est une consécration. Ils doivent se sentir fiers d'eux-mêmes et fiers de représenter toute une république, tout un pays, le Togo. Et nous sommes également fiers, dignes de les soutenir. Et au niveau de notre association, par exemple, l'UNAM, à travers les réseaux sociaux, nous essayons, dans la mesure du possible, de les soutenir. Nous attendons d'eux de revenir avec les trophées, pour démontrer une fois encore que le Togo est plus que jamais dans le concert des nations. Lorsque vous remportez la World, vous revenez au pays, vous vous sentez fier d'avoir fait un travail qui est reconnu. Et une fois que cela revient, le nom du Togo retentit sur le plan mondial, c'est une très bonne chose, et qu'on dise que c'est à travers tel artiste que le Togo est reconnu, se mobiliser derrière ces 3 représentants, et d'être en union de prière avec eux parce qu'en réalité, lorsque vous allez à une compétition, chacun se prépare. Le compte à rebours de la Kora Night 2016 a commencé depuis le 25 janvier. La mobilisation togolaise doit se faire sentir. Le vote du public pèsera pour 50% dans le choix du jury. Et voilà donc nos 3 représentants connus. Le vote, vous savez à quoi vous attelez désormais pour porter les représentants togolais à ces Kora 2016. Fin de cette édition. L'autre rendez-vous ce soir, eh bien, c'est les sports avec Claude, avec Alfred Colani, avec surtout une nouvelle discipline à découvrir. Ça nous vient du Pays Basque. Très belle soirée.